Alors je reçois Martin Richer, de Management et RSE, sur le plateau des Rendez-vous du Monde du Travail, où nous allons nous adresser au DRH à propos de la loi Pacte et de sa raison d'être. Est-ce que c'est un levier d'action pour les DRH? Alors Martin, est-ce que tu peux nous faire déjà un résumé de ce qu'est la loi Pacte? Alors la loi Pacte, c'est un vaste monde, c'est une loi extrêmement fourre-tout qui va d'une réforme des seuils sociaux jusqu'à la privatisation d'un certain nombre d'entreprises comme Française des Jeux, les aéroports de Paris, tout ça a bien défrayé la chronique, jusqu'à une redéfinition de la conception de l'entreprise. Et c'est la partie qui m'intéresse et qui, je pense, peut intéresser les DRH. Alors, quelle conception de l'entreprise on a à travers la loi Pacte? Voilà, la conception traditionnelle, celle qui existe encore aujourd'hui dans notre droit, c'est l'entreprise ramenée, résumée à la société juridique, c'est-à-dire un rassemblement d'actionnaires. Donc le Code civil, qui date de 1804, il a été fait par Napoléon Bonaparte, et qui n'a pas été changé sur ces aspects-là depuis, nous dit qu'une société, c'est un rassemblement d'actionnaires, et par conséquent, la société doit être gouvernée en fonction de l'intérêt des seuls actionnaires. C'est ce que dit la loi aujourd'hui, qui ne connaît pas la notion d'entreprise. Ce que va apporter la loi Pacte, c'est un élargissement de ce qu'on peut appeler les finalités de l'entreprise, c'est-à-dire les objectifs de l'entreprise, à quoi elle sert, pourquoi elle est là. Notamment, l'article 61 de la loi Pacte explique que dorénavant, les entreprises devront être pilotées bien sûr en fonction de l'intérêt social de l'entreprise, mais également en prenant compte, en tenant en considération les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Alors, est-ce que la nouveauté, c'est pas qu'intervient le mot sociétal à la place du mot social? Oui, mais effectivement, ça peut être une nouveauté, mais le mot social en français est quand même un peu restreint au sens du dialogue social, des relations sociales, alors que le mot sociétal inclut ça, mais également les relations avec, par exemple, les organisations non gouvernementales, les associations, les communautés. Bref, le mot sociétal englobe le social, mais est plus large. Oui, par exemple, le social, j'allais dire que dans l'inconscient collectif, c'est les négociations qu'on a avec les organisations syndicales pour les augmentations de salaire. Les négociations sociales. Le sociétal, c'est le mariage pour tous. Par exemple, pourquoi pas? Mais l'un et l'autre ne s'excluent pas, enfin a priori. En tout cas, l'article de la loi dont il est question n'oppose pas du tout l'un et l'autre, mais utilise plutôt le « et ». On est dans l'addition, ainsi que l'environnemental, qu'on pourrait considérer comme étant un sous-ensemble du sociétal, puisque le sociétal, c'est finalement tout ce qui nous entoure, tout ce sur quoi l'entreprise a un impact, au sens des parties prenantes, une notion qu'on connaît bien en matière de RSE. Alors dans cette nouvelle conception, comment ça arrive sur le bureau du DRH et qu'est-ce qui est un nouveau levier pour l'action du DRH? Alors d'abord, la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux. Le DRH est extrêmement bien placé pour participer, voire pour conduire cette démarche, parce que finalement, si on y réfléchit, au sein du comité de direction, donc dans les différentes fonctions de l'entreprise, le directeur financier, le directeur des achats, etc., c'est le DRH qui a les principaux points d'articulation entre l'intérieur de l'entreprise et la société qui l'entoure. Par exemple, si on prend les grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui, les aspects comme la parité, par exemple, parité homme-femme, c'est le DRH qui maîtrise les politiques de rémunération, les politiques d'accès à la formation. Si on prend le problème de la discrimination, qui est un des gros problèmes qu'on connaît en France, c'est le DRH qui maîtrise le processus de recrutement, le processus de promotion, etc. Si on prend les aspects santé au travail, avec la montée des risques psychosociaux, les burn-out, l'irruption des problématiques de qualité de vie au travail, là encore, c'est le DRH qui est aux manettes sur tous les sujets de santé au travail. Donc finalement, le DRH, il fait la jonction, il est le point de jonction entre l'intérieur de l'entreprise et les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc du coup, il est bien placé pour se saisir de cette opportunité que représente la loi Pacte. Donc on pourrait dire que ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect important qui est la notion de raison d'être, qui est également apportée par la loi Pacte à la suite, de ce rapport qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a maintenant exactement 1 an, qui a été écrit par Nicole Notat, l'ancienne dirigeante de la CFDT, et Jean-Dominique Sénard, qui était à l'époque président de Michelin, il est passé chez Renault depuis.
et qui ont donc travaillé à la demande du gouvernement sur les finalités de l'entreprise et les liens entre l'entreprise et l'intérêt collectif ou l'intérêt général. Et ce rapport a proposé cette notion de raison d'être pour bien indiquer que dans la mesure où l'objectif unique de l'entreprise ne peut pas être simplement le souci des actionnaires, mais qu'on est maintenant dans une approche beaucoup plus large, alors l'entreprise doit être capable de définir sa raison d'être, c'est-à-dire ce qu'elle veut faire, la contribution qu'elle veut apporter au monde qui l'entoure. Alors la difficulté, elle n'est pas cette espèce de paradoxe qu'il y a entre cette loi Pacte où on doit définir la raison d'être de l'entreprise et dans les ordonnances Macron, la prise en compte unique du périmètre de l'établissement français pour savoir s'il y a une continuité ou pas et la santé financière de l'entreprise. Par exemple, quand on ferme une usine de 300 salariés à la souterraine, la responsabilité sociétale et l'objet de l'entreprise devrait dire notre entreprise fait vivre toute la ville. Est-ce que là, on ne devrait pas prendre en compte l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise au lieu de l'établissement français pour savoir si on l'autorise à fermer ou pas? Est-ce que c'est pas là une difficulté supplémentaire de deux textes qui sont complètement antagonistes? Leur philosophie est effectivement très différente, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Cela dit, justement, quand la loi Pacte recommande de prendre en considération les enjeux sociaux, ça veut dire par exemple, pour reprendre l'exemple d'une fermeture de site, les obligations de réindustrialisation. Avec ou sans loi Macron, les obligations existent toujours de la même façon que les obligations de reclassement. Donc l'idée que l'entreprise est responsable de ces ressources qui ne sont pas que des ressources financières et qui ne sont pas que des ressources instrumentales, elle est là, elle est implantée, et ce qu'on espère avec la loi Pacte, c'est de pouvoir lui donner davantage d'ampleur. Voilà, parce que là, le DRH, il est quand même pris entre deux feux, c'est qu'ai-je le droit de faire? Comment moi, qui suis le gardien de la loi, puisque je suis celui qui va appliquer, l'employeur me dit il faut faire ça et moi j'applique, et puis c'est moi qui ai le dialogue avec les représentants du personnel, là il va quand même être pris dans un étau où il va être difficile de s'en sortir. Il l'était déjà, toutes les fonctions de l'entreprise. Diriger une entreprise, ça veut dire gérer des contradictions, ça veut dire faire des compromis, ça veut dire essayer de balancer des objectifs qui sont un peu contradictoires. Je veux donner la meilleure qualité à mes clients, oui mais ça me coûte de l'argent, donc ça risque de faire baisser mes marges au moins à court terme, etc. Donc dans toutes les fonctions de l'entreprise, on cherche à trouver des optimums, à tirer des compromis, avec justement ces parties prenantes, par exemple avec les représentants du personnel pour ce qui concerne le scénario que tu mettais en avant. Alors comment justement le DRH, là, avec cette loi Pacte, va entraîner les représentants du personnel, et donc le personnel, puisque c'est le représentant, dans ce cycle vertueux qui vise à avoir, qui est la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise? Alors justement, tu sais qu'un des objectifs majeurs des DRH en ce moment, depuis quelques années, c'est ce fameux sens dont tout le monde se gargarise. Il faut donner du sens. Bon, personnellement, moi j'ai horreur de cette expression parce que, bien sûr, il faut du sens, mais le sens, il ne se donne pas, il ne tombe pas du haut vers l'organisation du travail. Le sens, il se construit dans le travail quotidien, et il doit se refléter dans les comportements des salariés, dans les comportements des managers, dans les valeurs qui sont incarnées, etc. Donc la raison d'être, ça peut être un très beau chantier pour le DRH, pour essayer de piloter de façon aussi participative que possible, en travaillant avec les élus du personnel, en travaillant avec les managers, en travaillant avec les salariés eux-mêmes, pour essayer de définir justement cette raison d'être, c'est-à-dire finalement pourquoi on est là, à quoi on sert, et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble à horizon de 5 ou 10 ans, quelle est notre contribution. C'est l'idée aussi de traiter des accords de qualité de vie au travail, qui ont aussi... Absolument. Et chez un certain nombre de mes clients, le projet Raison d'être permet aussi de redonner vie, tu sais, à cette fameuse expression directe des salariés au travail que Jean Auroux avait essayé de promouvoir avec une de ses trois lois Auroux en 82, et qui en France a eu du mal à prendre, qu'on a un peu ranimé avec l'accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail qui date de juin 2013, qui lui aussi a eu parfois un petit peu de mal à être approprié par les acteurs de terrain. Avec la raison d'être, on peut effectivement redonner du souffle
à cette approche de qualité de vie au travail? Alors, la qualité de vie au travail, je l'ai déjà traité avec une DRH qui venait du nord d'une entreprise d'imagerie médicale. Quand elle a voulu traiter un accord de qualité de vie au travail, qu'elle en a parlé à l'employeur lui a dit ça c'est encore un gadget qui va nous coûter cher. Ça c'était l'opinion de l'employeur et les représentants des salariés. Il y avait un dialogue social tendu dans l'entreprise. C'était cet accord de qualité de vie au travail, il va vous servir à nous faire passer des choses encore pires que ce que vous avez voulu nous faire passer. Donc la qualité de vie au travail, j'allais dire, elle pèse sur les épaules du DRH, est mal comprise par la direction et pas comprise par les représentants du personnel. Comment on se sert de cet outil pour mettre de l'huile dans les relations sociales entre direction et salariés? Si vous voulez, je pense que la première chose à faire, c'est de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les objectifs de performance qui sont réels, qui sont évidents dans les entreprises, et la problématique de qualité de vie au travail. Ça va plutôt ensemble, plutôt que dans le sens inverse. Il y a par exemple un chercheur qui s'appelle Alex Edmans, qui est un prof de gestion qui enseigne aux États-Unis. Il est français, mais il enseigne à l'université de New York. Et lui, il a consacré sa vie professionnelle à montrer par une approche très microéconomiste, où il prend des données, il les met en machine et il fait tourner les ordinateurs pour montrer que les entreprises qui ont fait des efforts, qui ont passé du temps et de l'argent pour améliorer leur qualité de vie au travail, sont aussi des entreprises qui sont plutôt plus efficaces économiquement et financièrement que leurs concurrents. Alors la relation existe, elle va sans doute dans les deux sens. Une des conclusions d'Alex Edman, c'est de nous dire que comparaison n'est pas raison. Et certes, quand on a une bonne qualité de vie au travail, ça permet de dégager de la performance, que les salariés sont heureux, donc ils sont plus fidèles, ils sont à l'aise dans leur basket, donc ils sont plus productifs, etc. Ça joue aussi dans l'autre sens. Quand vous faites des bons résultats financiers, vous avez plus de moyens à consacrer pour améliorer les conditions de travail. Donc c'est ce cercle vertueux que le DRH doit chercher à construire. Et un bon DRH, c'est justement celui qui trouve les voies pour enclencher ce cercle vertueux. Allez, 30 minutes de coaching, quel conseil vous donneriez à un DRH pour arriver à se servir de ce levier et à mettre en place une bonne politique de responsabilité sociétale de son entreprise? Alors c'est d'abord de travailler avec les salariés, de ne pas chercher à faire les choses en chambre, parce que l'expérience montre que déjà il y a beaucoup d'initiatives de type RSE qui existent déjà dans tous les coins de l'entreprise sans forcément qu'ils soient identifiés comme tels. On fait du mécénat de compétences à tel endroit, on a pris des bonnes idées pour économiser l'eau à tel autre endroit, pour recycler les gobelets de café à tel autre endroit. Ça paraît un peu anecdotique, mais du coup la première chose à faire, c'est de réunir les salariés. Alors en fonction de la taille de l'entreprise, il y a différentes modalités pour autour d'un projet. Exactement, et de construire un projet qui lui aussi contribue au sens qu'on va trouver dans le travail, qui lui aussi va donner envie aux salariés de s'impliquer ou de s'impliquer davantage. Vous savez, ce fameux engagement que les DRH cherchent partout. J'aime pas trop le mot engagement parce qu'il est militaire. Engagez-vous qui disait, c'est comme la mobilisation. Quand on sonne la mobilisation, c'est que l'ennemi est aux frontières. Moi, je préfère la participation, l'idée d'être partie prenante, d'avoir envie de s'impliquer. S'impliquer, ça veut dire trouver sa place dans l'organisation qu'est l'entreprise. Voilà, et donc la RSE, c'est un très bon levier, notamment vis-à-vis de cette fameuse génération Y, là, ceux qui ont les cheveux un peu moins blancs que toi et moi, qui sont arrivés dans le monde du travail depuis maintenant une dizaine d'années, qui commencent à prendre des postes de management, et des postes de management relativement élevés, et qui, eux, ont une conception du travail un peu différente de celle des générations qui les ont précédées, qui demandent beaucoup de sens, qui veulent savoir pourquoi ils se lèvent le matin, qui sont très exigeants vis-à-vis de la qualité du management, et qui sont enfin exigeants sur la contribution que l'entreprise apporte, que leur entreprise apporte aux enjeux sociétaux et environnementaux qui l'entourent. Donc finalement, moi je dirais que la raison d'être apportée par la loi Pacte et les problématiques de RSE ou de qualité de vie au travail, c'est un bon axe, un bon levier sur les deux défis aujourd'hui du DRH qui sont d'une part de construire du sens dans le travail, donc de construire du sens dans l'entreprise et puis de construire également le sens de l'entreprise dans la société. Voilà, et c'est les deux objectifs qui s'emboîtent, avoir
le sens du travail dans l'entreprise et le sens de l'entreprise dans la société qu'il faut arriver à bien articuler. Et ça, c'est une opportunité unique pour le DRH. Faire revenir l'entreprise de la société parce qu'elle s'en était échappée, quoi. Absolument, absolument. Et faire revenir le sens du travail dans les organisations du travail. Merci Martin. Mais merci à toi.